Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, effusion de joie pour les uns, consternation pour les autres. Les résultats du bac 2023 tombent. Reportage à suivre au centre Malamine Camara de Dakar. Rencontre de la FIEP à Dakar, l'association internationale des gendarmes et forces de police. Objectif, orchestrer les expertises autour d'une même stratégie de résolution des conflits. Plus de détails dans cette édition. Et puis, friture sur la ligne Dakar-Paris. Les choses ne se passeraient plus comme avant entre Emmanuel Macron et Macky Sall. Que faut-il comprendre entre ces deux présidents en fin de mandat? Décryptage avec Abdoulaye Cissé en fin d'édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. D'abord, les résultats du bac 2023, effusion de joie pour les uns, consternation pour les candidats malheureux. Les jurys ont procédé ce matin à la proclamation des résultats. Illustration au centre Malamine Camara de Dakar, Aminata Mbaresso, Amadouba. Camara, 530. L'attente fut longue, le suspense est difficile à supporter pour ces candidats au baccalauréat général. Oasis plus 200. Et quand le président du jury liste les noms des admis d'office, 721, Oumi Faye, passable, lycée des Parcelles Assainies. 201, 780, Abdoulaye Ngom, lycée Aminata Sow Fall, Padoua Builders. l'ambiance devient tout autre. Entre cris et larmes de joie, les admis deviennent incontrôlables. En face de notre caméra, Khadija Ndiaye, submergée de joie. Une immense joie. Je suis en extase. Je ne sais même pas qu'est-ce que je ressens. Je suis tellement contente. Je suis fière d'avoir rendu fiers mes parents aujourd'hui. La fille est première de son centre avec une mention. Très bien. Je suis la première du centre ici à Limodag avec une mention très bien. J'étais en série L2. Dans ce centre du lycée moderne de Dakar, les admis avec mention se comptent. Candidat en série S1, Ibrahim Mbaye est lui aussi premier de son centre. Mention très bien. Série S1. Je suis submergé par l'émotion, comme on dit. Des scènes de liesse, parfois de tristesse. L'ambiance, le temps d'une proclamation des résultats. 201, 628. 619, Khadis Sey. Et le président du jury 1769 fait le bilan. Sur 412 candidats, 105 sont passés au premier tour avec une vingtaine de mentions. 130 autres devront passer par le second tour. Revenons sur l'épreuve de mathématiques jugée très difficile par les candidats en série L2. Voici les explications de Babacar Diouf. Nous avions un jury de 412 candidats. Dans ces 412 candidats, il y avait 249 filles, donc soit un pourcentage de 60,43. Alors c'est un jury où nous avions 14 absents, donc 398 candidats ont effectivement composé. Donc ça fait un taux de participation de 96%. Après délibération, nous avons 105 admis d'office et 130 candidats autorisés à subir les épreuves du second tour. Nous avons une mention très bien, 2 mentions assez bien et 22 mentions, 2 mentions bien et 22 mentions assez bien. Globalement, les épreuves quand même n'étaient pas trop difficiles. En tout cas, seules les matières où nous avons entendu les élèves se plaindre, c'est un peu les mathématiques, où certains même disaient qu'on leur a donné des sujets de série S, mais ce n'est pas le cas.
ce sont des épreuves qui sont au programme. Peut-être ça fait partie des derniers chapitres à faire au niveau en classe. Félicitations et encouragements à tous les candidats. La place de l'école privée dans le système éducatif doit être revue. C'est le souhait des dirigeants de l'école Notre-Dame de la Paix de Thiadiaye, une école qui manque de beaucoup de moyens. Dirigeants et alumni interpellent les autorités. Ndaïmati Dieng et Mamadou Gueye. Il est appelé à faire valoir son privilège, un repos mérité après des dizaines d'années de service. Mais avant, Gabriel Ndour, ex-directeur, lance un dernier appel en faveur de l'école privée catholique Notre-Dame de la Paix de Thiadiaye. Ce que nous récupérons comme argent sert uniquement à payer les salaires. Donc pour réfectionner l'école et tout, c'est là où il y a problème. Pour le matériel, là aussi ça manque. Nous avons besoin souvent, avec le curriculum, de beaucoup de matériel, surtout informatique. Parce qu'on a besoin de papier, on a besoin de photocopieuses et tout. Et souvent ça manque. Chez nous, les parents d'élèves se débrouillent, mais ce n'est pas suffisant. Des problèmes que l'Église, par ses propres moyens, tente de résoudre. Nous investissons tout ce que nous avons pour cela. L'école catholique est une école qui fait dans le social. Et c'est pourquoi nous sommes implantés dans ces zones, ces milieux qui n'ont pas les moyens pour aider ces jeunes. Mais pour le député Pape Djibril Fall, l'État doit davantage accompagner les écoles privées. Il est ancien élève de Notre-Dame de la Paix de Thiadiaye. Et à ce titre-là, l'État doit accompagner de façon importante. Mais aussi au-delà de l'État, je pense que les anciens que nous sommes, les autorités que nous sommes aujourd'hui et qui appartiennent à cette commune doivent faire davantage et mieux pour permettre à l'école de mieux vivre. L'enseignant Nicolas Djonou doit aussi partir à la retraite. Il conseille à ses camarades de faire preuve de patience avec les élèves. Qui participe au développement de la population. Il faut toujours œuvrer la main dans la main et dans un climat social et apaisé. Lors de cette cérémonie de remerciement, les deux récipiendaires, Gabriel Ndour et Nicolas Djonou, ont reçu des cadeaux de la part de l'école et des parents d'élèves pour la bonne conduite dont ils ont fait preuve durant toutes ces années. Merci Ndemati. Revenons sur les résultats du baccalauréat 2023 à Saint-Louis du Sénégal. Les nouveaux bacheliers jubilent et pensent déjà à l'université. Au jury 1604, le président appelle les jeunes à redoubler d'efforts au Ousseynou Diop Abibsek. Était longue, mais la délivrance en valait la peine pour ces nouveaux bacheliers. Et Saint-Louis tient déjà à ses craques. Oumou Mohamedou a la mention bien. Elle est la première du jury 1604. Oui, avec la mention bien, mais je pense que ça reste beaucoup de choses, beaucoup de réussites encore. Et je suis très fière de moi aujourd'hui. Merci! Ces candidats qui ont passé au premier tour du baccalauréat général ont poussé un ouf de soulagement après plus de 10 mois de travail. On a enduré les moments les plus difficiles, mais comme Dieu le dit dans le Coran, ceux qui croient en leur vie future et qui font l'effort pour la mériter, cela verront leur cercle récompensé. Nous avons enduré et voici le résultat. Aujourd'hui, ces nouveaux bacheliers ont la tête ailleurs. Ils ont surtout les pensées tournées vers leurs parents. Les résultats dans l'ensemble du jury 1604 ne sont pas très satisfaisants. Beaucoup de candidats vont attendre l'année prochaine. Mais n'empêche, les élèves peuvent quand même faire mieux, travailler beaucoup surtout pour vraiment relever le défi la prochaine fois. Le premier tour du baccalauréat général est terminé. Le deuxième sera entamé dans les prochaines heures. En attendant, les malchanceux vont attendre l'année prochaine pour tenter encore leur chance. Les nouveaux bacheliers, quant à eux, jubilent. Deuxième retour de parquet pour Biram Souley Diop, l'administrateur général du parti PASTEF, vous le savez, a été placé en garde à vue depuis mercredi dernier. Le mouvement des Domudara patriotes condamne les séries de détentions jugées arbitraires. Le mouvement exige la levée du blocus chez Ousmane Sonko. Voici leur porte-parole lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi. Il est temps de mettre fin à ces séries d'arrestations. Trop, c'est trop. C'est plus de 600 personnes arrêtées.
Pour un climat social apaisé, il faut résoudre cette question définitivement. C'est la raison pour laquelle, à notre sein, notre mouvement a décidé d'organiser cette journée de prière le 15 juillet prochain, coïncidant avec l'investiture d'Ousmane Sonko, notre leader. Nous allons nous mobiliser à cet effet dans les 46 départements du Sénégal. C'est un défi que la coalition consensuel, c'est tout le défi de la coalition présidentielle en vue de l'élection. Les tractations se déroulent en coulisses. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Diafar Ba. C'est un défi que la coalition Benno Bokk Yakaar a su relever malgré les problèmes que certains partis ont connus. L'essentiel de la charpente est resté, même si selon le journaliste politologue, le bloc n'est pas aussi compact qu'il l'était au départ. L'AFP est là, le PS est là, une partie de la LD est là, et ça, c'était vrai, avec le PIT également. C'était ça l'essentiel. Je ne veux pas faire de mal à quelqu'un d'autre qui était là, bon, mais ils ont eu un même adversaire qui était redoutable, qu'on appelait le PDS. Et comme entre-temps le PS avait faibli, la LD, c'est des partis comme le PIT, c'est des partis très forts en animation politique, mais ce n'est pas des partis électoraux. Donc, Macky arrive, cette force-là, il l'a gardée. Et les autres, sachant qu'ils ne représentent plus grand-chose, ils ne pouvaient pas prendre le risque de partir. Cette longévité de la coalition Benno Bokk Yakaar, le secrétaire général de la Ligue démocratique la résume en 3 mots. Expérience, organisation et complémentarité. D'abord l'expérience. En 1999, parmi ceux qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, il y en a qui étaient au FRTE, qui regroupaient plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Deuxièmement, l'organisation. C'est une coalition qui regroupe plus de 200 partis. Mais il faut bien voir comment organiser tout ça. Et donc, on a mis en place des sous-coalitions. La complémentarité. Nous sommes de gauche, il y a des libéraux, il y a des écologistes, etc. Donc, on fait une sorte de mariage où les uns complètent les autres. Toujours dans son propos, il estime que le président de cette coalition a du mérite. Son intelligence tactique lui a permis de gérer cette organisation. Il a une résilience extraordinaire, une empathie extraordinaire. Moi, je n'ai jamais eu un décès sans que le président Sall ne m'ait appelé pour me présenter les condoléances. C'est qu'il a su gérer ses équipes tout en sachant la faiblesse que les autres avaient, tout en sachant que les autres avaient besoin de lui. Il les a gardés et créé en même temps son parti, parce que l'APR n'existait pas encore véritablement. Après Macky Sall, cette coalition pourra-t-elle continuer à résister? Je ne suis pas certain qu'il puisse y avoir encore quelqu'un d'aussi fédérateur pour maintenir Benno comme il est. Je suis très optimiste par rapport à quelqu'un qui, comme le président Macky Sall, pourra diriger cette coalition, va gagner d'abord la présidence, ensuite diriger cette coalition. C'est possible même que nous ayons quelqu'un de meilleur que Macky Sall. Le Sénégal connaît pour la première fois dans son histoire politique une coalition qui a su résister plus d'une dizaine d'années. Merci Alassane. Abdoulaye Daouda Diallo, lui, cherche l'assentiment des religieux dans le Fouta. Il était en tournée dans cette partie du pays. Vous avez suivi le sujet dans notre édition en Wolof. Composition du Conseil constitutionnel sans un professeur de droit, c'est une première depuis 1992. Eh bien, dans la pratique, ça pose problème selon le constitutionnaliste Abba Bakar Gueye que nous écoutons. Donc, depuis 1992, c'est effectivement la première fois qu'au niveau du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de professeur de droit. Et ce qui est bizarre, c'est que ça coïncide à un moment où le nombre de membres du Conseil constitutionnel s'est élargi. Parce que depuis 2016, le nombre des membres du Conseil constitutionnel est passé de 5 à 7. Donc on a plus de membres au niveau du Conseil et curieusement, il n'y a plus de professeurs de droit au niveau du Conseil. Du point de vue juridique, il n'y a pas de remise en cause fondamentale du texte qui prévoit la composition du Conseil constitutionnel. Du point de vue de la pratique, c'est vrai, il y a une remise en cause parce que même entendu certains dire que ça remettait en cause l'esprit de la loi par rapport à la composition du Conseil constitutionnel. Maintenant, la volonté certes du Conseil
ou ce qui est mieux par rapport au Conseil, c'est qu'il y ait une diversité du point de vue de la composition pour pouvoir peut-être confronter les visions ou les visions ou l'impression des différents membres du Conseil par rapport à la lecture qu'on peut faire du droit constitutionnel. Tout autre chose à présent, les autorités ukrainiennes à Dakar, ulcérées par le supposé jumelage entre la ville de Sébastopol en Ukraine et la ville de Thiès. Les communicants de la municipalité condamnent le ton et les propos tenus dans le communiqué de l'ambassade de l'Ukraine à Dakar. Écoutons Mohamed Ndiaye, porte-parole du maire de Thiès, avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Nous avons été informés par voie de presse un communiqué de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal en date du 6 juillet 2023 véhiculant des accusations erronées avec une discourtoisie sans précédent à l'égard de la mairie-ville de Thiès, des insinuations faites qui sont infondées et aux antipodes même de la bienséance en matière de diplomatie internationale. Il convient de rappeler que la visite de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Russie au Sénégal, vient à la suite de la lettre datée du 31 mai 2023, émanant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, faisant l'objet d'une audience de l'ambassadeur de la Russie à Dakar, qui sollicite cette audience-là auprès du maire de la ville de Thiès. Donc l'initiative vient de l'ambassade de la Russie. Également, la ville de Thiès a été informée par le canal du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalaises de l'extérieur du Sénégal. Par ailleurs, il est important de souligner qu'une initiative de cette nature entre dans le cadre de la coopération décentralisée qui, par ailleurs, est prévue dans les dispositions de l'article. Et pour un spécialiste en décentralisation, le maire de Thiès aurait eu tort sur 3 points, car le jumelage doit être porté par le conseil municipal. Les autres raisons avec le spécialiste en question, Amadou Seignan, interrogé par Pafaraning et Pafaramay. Si on interroge ce qu'a fait la ville de Thiès, il faut d'abord vérifier si la procédure est respectée. D'abord, ce n'est pas une affaire du maire, c'est une affaire qui relève des attributions du conseil municipal. J'apprends que le conseil municipal ne s'est jamais réuni autour de cette question. C'est une première erreur. La deuxième chose, c'est que une fois que le conseil délibère sur cette convention, il faut que le préfet l'approuve. Et cela aussi n'a pas eu lieu. La troisième chose, c'est que ça doit porter sur le champ de compétences de la collectivité territoriale. Si le maire parle de relance du transport ferroviaire, ça sort des compétences de la ville de Thiès. Maintenant, l'ambassadeur doit mettre un peu de l'eau dans son vin, parce qu'effectivement, les collectivités territoriales, qu'elles soient françaises, américaines, chinoises, africaines, sénégalaises, ont la possibilité d'entretenir des relations d'amitié, de jumelage, basées sur des valeurs, sur la solidarité, sur l'entraide, sur l'humanité, sur l'humanisme, etc. Entre elles. Et cela date de très longtemps. Malgré le contexte. Et cela ne veut pas dire que forcément la collectivité territoriale doit épouser la ligne diplomatique de l'État. Dakar proteste contre France 24. Le gouvernement sénégalais dénonce un traitement tendancieux de l'actualité par la chaîne française, l'actualité du pays par la chaîne française. Le ministre de la Communication, Moussa Bokar Thiam, était l'invité de la matinale de TFM. Le voici. Ce qui est important, c'est de savoir que toutes les mesures seront prises par rapport pour contacter les médias en question, pour effectivement leur montrer point par point ce que le gouvernement sénégalais le reproche. Ce que je peux retenir, en tout cas de manière ramassée, c'est que nous avons l'obligation de rappeler que les médias ont une obligation d'informer vrai, obligation de donner des informations objectives au-delà de l'analyse. En tout cas, toutes les procédures administratives concernant ce dossier seront faites.
Et aujourd'hui, nous serons communiqués, c'est un premier pas, mais nous attendons de voir quelle sera l'attitude de ces médias. Et je rappelle encore une fois que ce qui est valable pour les médias nationaux est valable pour les médias étrangers sur notre territoire national. Et c'est un premier pas, c'est même pas une mise en demeure, c'est une protestation, on appelle souvent ça une admonestation paternelle, c'est une manière bien gentille de dire aux médias attention à votre manière de couvrir l'actualité au Sénégal. Maintenant, nous attendons de voir si nous voyons un changement, un rétablissement de la vérité, un rétablissement du comportement. À ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Surtout que nous sommes dans une période électorale. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et toutes les tensions que le Sénégal a connues, nous les avons connues durant des élections présidentielles. Non, mais la mesure peut aller jusqu'à même l'expulsion des correspondants de ces médias-là ici. Ça, l'État peut prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin à une couverture tendancieuse de l'actualité au Sénégal. Et allons plus loin dans ce qui semble être une friture sur la ligne Dakar-Paris. On en parle avec Abdoulaye Cissé, éditorialiste. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Chérif. Tu rencontres ma principale opposante, j'envoie un émissaire rencontrer ton principal opposant. Les choses ne se passeraient plus comme avant entre le président Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron, deux présidents en fin de mandat, Abdoulaye. Et c'est peut-être là tout le problème, parce que vous avez des chefs d'État qui sont libérés des us et coutumes diplomatiques, qui sont libérés peut-être aussi du langage diplomatique, qui savent qu'ils en ont fini et que peut-être ça les libère, et ils se sont supportés jusqu'ici. On va quand même refaire l'historique. Tout allait très très bien quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Visite d'État, à l'époque c'est le président François Hollande qui était au pouvoir. Emmanuel Macron arrive au pouvoir et qui était comme le jardinier des projets du président Macky Sall. Rappelez-vous cette visite d'État où ce contrat mirobolant avait été signé pour le lancement du TER. Évidemment, Emmanuel Macron était comme le jardinier des projets du président Macky Sall. Cela augurait de très beaux lendemains. Ils se sont supportés, ils se sont soutenus aussi, il faut le rappeler. Ils étaient en de très très bons termes. Même dans les rencontres internationales, Emmanuel Macron, Macky Sall, c'était à tu et à toi. Cela a continué. Tous les deux ont renouvelé leur mandat, manifestement leur second et dernier mandat, et les fritures ont commencé, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a des précédents. Évidemment, dans la géopolitique internationale, quand un chef d'État reçoit un opposant, il voudrait, la bienséance voudrait que le chef d'État étranger soit au courant. Manifestement, ça n'a pas été le cas quand le président Macky Sall recevait Marine Le Pen. Manifestement, et c'est le président Macky Sall lui-même qui le dit dans une confession au journal Le Monde, qu'il a trouvé inamical que la France envoie un émissaire à son principal opposant. C'est aujourd'hui sur la place publique que Emmanuel Macron et le président Macky Sall ne sont plus en de bons termes. Et on voit ces images, Abdoulaye, la venue de Marine Le Pen à Dakar, mais aussi le président Macky Sall et Emmanuel Macron à Station F en France, lors de cet événement organisé par l'AFD. Mais il y a bien quand même des questions de fond. Tout cela ne peut pas se résumer à des humeurs de chefs d'État. En tout cas, dans l'expression, on voit que ça va bien au-delà du simple fait que l'un reçoit l'opposant de l'autre et vice-versa. Et d'ailleurs, ces derniers jours, vous venez le revoir dans cet élément qui vient de passer, la communication de la France, on peut l'appeler ainsi, puisque France 24, RFI, la maison de la radio ne sont certainement pas des voix officielles du Quai d'Orsay, mais il est arrivé dans l'histoire récente que la Société des journalistes proteste, puisque dans une communication élyséenne, on semblait vouloir faire dire à ces médias de porter la voix de la France. Vous voyez donc la confusion, elle est entretenue. Et quand on voit ces derniers jours quand même, on peut l'appeler ainsi, l'angle de traitement des médias internationaux, notamment France 24, et qui lui a valu des protestations. Alors, sans bien sûr juger de l'angle de traitement de journalistes, parce que nous-mêmes nous l'expérimentons tous les jours. L'angle de traitement qui reste subjectif, là où le traitement doit être objectif. Évidemment, le pouvoir ici ne peut pas être le directeur de conscience des journalistes de France 24. Évidemment, à partir du moment où ce qu'ils disent est basé sur des faits, on ne peut pas leur reprocher leur angle de traitement. Mais une fois que ça s'est dit, on peut très bien penser
penser que si tout était au beau fixe entre Paris et Dakar, peut-être ce traitement, cet angle de traitement-là n'aurait pas eu lieu, ça c'est clair. Et c'est comme ça que marchent aujourd'hui les relations internationales. La société des journalistes sait bien qu'à un moment donné, la société des journalistes de ces grands médias ait voulu se démarquer de l'Élysée, mais parfois la confusion est entretenue, peut-être même par l'Élysée et à dessein. Deux présidents en fin de mandat qui auront la responsabilité tout de même de laisser des relations chaleureuses et solides entre ces deux pays. Et c'est là où notre propos peut-être trouve tout son sens. On aurait pu appeler ce film-là le caprice des dieux, Dieu en référence à ces deux chefs d'État, mais ils n'ont pas à peut-être faire porter à leur peuple leur propre caprice. Du genre, vous m'avez fait ceci, je vous rends l'appareil. Les relations séculaires entre la France et le Sénégal dépassent quand même les personnes du président Emmanuel Macron et du président Macky Sall, qui, on le rappelle, sont en fin de mandat et ont la responsabilité de laisser des relations au beau fixe entre ces peuples. Et on ne le dit pas parce que c'est un rapport entre le Sénégal et la France. Imaginez juste l'inverse. Si c'était des rapports entre le Sénégal et la Gambie, on aurait dit pareil, parce que personne n'a intérêt à encourager des fractures sur la ligne entre des États partenaires. On l'avait dit à l'époque quand il y a eu des fractures sur la ligne entre Dakar et Bamako. C'est pareil, il n'y a pas de rapport de domination entre les deux États, sauf qu'on a tous intérêt à avoir des rapports au beau fixe et encore qu'on peut poser sur la table quand même les intérêts économiques. Et c'est là où on entendait ces chefs d'État. Si le véritable problème était posé sur les intérêts économiques, évidemment on aurait compris, mais là ça se résume peut-être à des caprices de chefs d'État en fin de mandat. Mais ils ont intérêt à préserver quand même les relations séculaires entre la France et le Sénégal. Et il me semble qu'un général célèbre a dit les États n'ont pas d'intérêt, ils n'ont que des amis, et ça ne s'est jamais démenti de toute façon. Ils n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Le général de Gaulle, bien évidemment. Merci beaucoup Abdoulaye, diangatologue à GFM. L'actualité, c'est aussi la rencontre de la FIEP à Dakar. C'est l'Association internationale des gendarmes et forces de police. L'objectif de ce conclave, c'est orchestrer les expertises autour d'une même stratégie de résolution des conflits. L'importance pour l'association FIEP de mettre en commun leurs expériences, les leçons apprises dans leurs pays respectifs pour apporter des solutions novatrices dans la résolution des conflits régionaux et notamment dans l'orientation qui a été donnée à cette commission par la présidence de la Guardia Civile, c'est-à-dire les organisations de la FIEP à l'épreuve des conflits régionaux et dans le domaine de la protection de l'environnement, mais également la lutte contre l'immigration clandestine. Comme vous le savez, la FIEP est composée de 20 pays membres, dont le Sénégal, qui est le 4e pays africain à avoir rejoint l'association. À la une également de l'actualité, transporteurs, commerçants et transitaires comptent bloquer le port autonome de Dakar ce jeudi 13 juillet pour fustiger les tracasseries portuaires qu'ils subissent selon eux. Écoutons leur porte-parole avec Mamadou Fall. Il y a une très grande injustice dans l'espace portuaire en fait, une absence totale de règles du jeu. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il y a certaines compagnies maritimes, notamment MSC, qui derrière nous demandons des factures à l'arrivée de nos conteneurs et il nous est impossible qu'ils nous présentent nos factures. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on peut rester 4-5 jours avant de récupérer nos factures. Et une fois qu'on récupère nos factures, et même si on paye, on ne nous donne pas à temps les BAD. Et c'est ce qui fait que derrière, ils nous demandent des factures de surestarie et de magasinage en fait. Donc il y a une absence totale de règles du jeu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous décrions. Et derrière cela aussi, il y a une congestion portuaire. Il y a une très grande congestion portuaire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous payons encore derrière des frais. Au niveau des transporteurs,
ils ont du mal à faire, à décharger le conteneur vide. Donc nous, on a du mal à trouver des transporteurs qui chargent nos conteneurs, qui livrent les conteneurs en fait. Nous demandons à ce qu'il y ait des solutions définitives. Et c'est ce qui fait qu'on a demandé à partir de jeudi que nous faisons un arrêt total des opérations de la part des transitaires, de la part des commerçants et de la part des transporteurs. Un bateau de migrants sénégalais transportant 200 personnes en direction des îles Canaries porté disparu depuis le 27 juin dernier. Selon l'organisation Human Walking Borders, la pirogue de pêche est partie de Kafountine, une ville côtière du sud du Sénégal située à environ 1700 km de Tenerife. Parmi les victimes se trouvent de nombreux enfants, rapporte l'agence de presse espagnole EFE. Le service de sauvetage maritime espagnol a indiqué à l'agence espagnole qu'un avion s'était joint aux recherches des sauveteurs. Dans l'actualité sportive, match de préparation entre le Sénégal et Algérie le 12 septembre à Dakar, au stade Abdoulaye Wade. C'est un remake de la finale de la CAN de 2019 remportée par les Algériens. Mamadou Ndiaye. La Fédération sénégalaise de football annonce un match amical entre le Sénégal et l'Algérie. Ce sera donc le remake de la finale de la CAN 2019 remportée par les Algériens au Caire. Algériens et Sénégalais se sont rencontrés lors de la phase de groupe dans cette même compétition. Et le match a été remporté par les Fennecs 1-0. L'Algérie, amenée par Riyad Mahrez, est venue à bout du Sénégal de Sadio Mané grâce à l'unique but signé par Youssef Bellali. Les Algériens deviennent leaders du groupe C et décrochent leur qualification en huitième de finale de la CAN 2019. Les deux équipes se retrouvent en finale de la 32e édition de la CAN 2019 au Caire. Jamel Belmadi et Aliou Cissé se retrouvent pour la deuxième fois dans cette même compétition. Dans cette rencontre, le but matinal dès la deuxième minute de l'attaquant algérien Bounedjah a permis aux hommes de Belmadi de remporter le deuxième sacre historique. Avec ce but, les Algériens ont officiellement inscrit le but le plus rapide de la compétition. Le 12 septembre prochain, en amical à Dakar au stade Abdoulaye Wade, sera un remake de la finale de la CAN 2019 pour Aliou Cissé et ses hommes de battre Jamel Belmadi. Merci Mamadou. Et puis en basket, le Rap Attack 2.0 s'est tenu au rond-point Yoff ce week-end. Un beau spectacle entre amoureux de la balle orange, compte rendu Chersade Boudiara. Des basketteurs confirmés sur le plan local ou évoluant à l'étranger et des néophytes rassemblés pour disputer une rencontre sous une ambiance festive. C'est le concept de Rap Attack 2.0 qui vise à donner un souffle nouveau au basketball sénégalais. Il y a 4 ans, nous avons mûri l'idée d'organiser cet événement. L'objectif est de donner du rêve aux enfants, mais plus encore, impacter leur cursus et le basketball sénégalais. Sur le terrain, au rond-point Yoff, le plateau était relevé, en plus d'un beau spectacle. Seul le travail paie. Il faut dire aux enfants d'allier sport et études. Pour réussir au basketball, il faut avoir des aptitudes de compréhension et être humble. Du Beau Monde a répondu à l'appel de Ndim. Nous espérons que l'événement va être pérennisé pour voir des étrangers sur le terrain même. Une première édition qui se termine à la fin de ce mois à Thiès, en attendant d'autres d'une plus grande envergure. Nous allons la prochaine fois faire le tour des terrains pour faire des tests et y prendre 2 jours qui, lors de l'événement, vont participer avec leurs équipes. Des recruteurs seront présents pour des détections et aider au changement du basketball au Sénégal. Un camp de 30 garçons et de 30 filles va se tenir à Thiès les 20. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.